Bien, bonjour à Eh bien, toutes et à écoutez, tous. Vas-y. pardon, bonjour à Non, non, mais toutes je t'en et à, prie, je sais pas si tu allais commencer, je t'en prie. voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire donc, qui va être consacré au décret Bax. Webinaire organisé par la T2E Île-de-France et la CCI Paris-Île-de-France. Donc, moi, je suis Pierre-Olivier Viac, responsable transition écologique à la CCI Paris-Île-de-France. Et il nous a semblé avec la T2E qu'il était important de vous apporter toute l'information utile sur ce futur décret Bax, enfin sur ce décret Bax actuel, puisqu'il est déjà en vigueur, et qui va prévoir qui prévoit l'installation d'un système de pilotage énergétique des bâtiments existants à partir du 1er janvier 2025. Donc, c'est pour très bientôt. Et voilà, donc il nous paraissait utile de vous apporter toute l'information là dès maintenant sur ce décret. Caroline, si vous voulez passer la slide suivante. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Guillaume Perrin, donc président de la T2E Île-de-France, qui va rappeler ce qu'est la T2E pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, Guillaume, je te laisse dire quelques mots sur la T2E. Merci beaucoup Pierre-Olivier, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une thématique extrêmement inspirante, proche, qui va résonner aussi avec une thématique, on parlait du décret tertiaire la semaine dernière dans un événement présentiel qu'on faisait. Effectivement, commencer par le bac, ça peut permettre de faire au moins une première marche, voire plus, vers le décret tertiaire. En tout cas, tous ces éléments réglementaires résonnent pour aller vers une moindre consommation énergétique. On est dans les objectifs cohérents et écologiquement et économiquement parlant. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est content côté AT2E d'être aux côtés de Pierre Olivier côté CCI et également membre du bureau de la T2E. Et je remercie son implication au passage pour effectivement accompagner l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble des filières avec lesquelles on interagit pour porter la dynamique publique et privée autour notamment de l'efficacité énergétique, mais pas que, puisque effectivement en efficacité énergétique, on a toute la dynamique des C2E, de la MDE, des programmes qu'on va comporter avec l'ADEME sur l'efficacité énergétique dans l'industrie, avec Pacte Industrie plus spécifiquement, et l'accompagnement des PME et bâtiments avec Oscar et FIBAT, mais également sur toute l'approche des énergies renouvelables, les différents clubs, biogaz, stockage, etc. Donc ça, c'est la T2E nationale. La T2E est également régionalisée, et vous êtes là dans le webinaire de l'Île-de-France pour effectivement partager sur sa thématique en visio, comme c'est le cas aujourd'hui, en présentiel, comme c'était le cas la semaine dernière pour notre colloque sur le dispositif éco-énergie tertiaire, des visites de sites, des matinales, des petits déjeuners. N'hésitez pas à vous abonner à nos publications, à adhérer aussi, parce qu'on a une association. Et c'est comme ça qu'on vit et qu'on peut permettre de faire cette mise en relation-là et prendre le temps surtout d'échanger avec vos pairs sur ces ensembles de sujets-là. J'en dirai pas plus et on est ravis effectivement de vous accueillir pour ce webinaire sur un sujet d'actualité assez présent avec une articulation aussi des critères tertiaires immédiats qui est plutôt intéressante à souligner. Très bon webinaire à tous et à tous. Merci Guillaume. Donc, bien évidemment, nous allons vous adresser à la fin du webinaire donc la présentation qui va être réalisée là. Vous aurez également accès à un replay du webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Vous pouvez bien sûr poser les questions tout au long du webinaire dans la barre de navigation qui est à droite, hein, dans la partie questions. On essaiera d'y répondre plutôt au fil de l'eau, hein, si les questions sont en lien avec la présentation. Avant de passer la parole à Caroline et Niels du cabinet Sobre, je vais juste rappeler l'ordre du jour de notre webinaire. Du coup, Caroline, si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, on va, au cours de ce webinaire, rappeler finalement quelles sont les obligations de ce décret, quel est le calendrier également, comment on fait pour y répondre à ce décret. Et puis l'idée, c'est aussi de vous présenter les bénéfices en termes d'économie d'énergie, hein. C'est effectivement une obligation réglementaire à respecter, mais l'idée, c'est aussi d'en profiter pour travailler sur ces économies d'énergie. Et puis, on fera un point sur les aides financières qui peuvent être mobilisées, notamment au travers des C2E. Voilà, donc je vais sans plus attendre passer la parole à Caroline Galetto et Nils Senig, donc du bureau Sobre Énergie, qui vont donc rentrer dans le vif du sujet. Et je vais les laisser bien sûr se présenter. Donc c'est à vous. Merci beaucoup. Donc oui, donc Caroline Galetto, je suis donc responsable commerciale chez Sobre Énergie et je suis accompagnée du coup de Nils, mon collègue que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Nils Senig, Energy Manager chez Sobre Énergie. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter
et animer ce webinaire. Donc tout d'abord, on va démarrer par la présentation de Sobre, donc partenaire de ce webinaire. Donc Sobre Énergie est une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste. Et nous avons été créés en fait pour accompagner en un premier temps les 10 000 bâtiments du groupe La Poste à travers la France sur ces sujets de transition et de sobriété énergétique. Et donc depuis, on accompagne d'autres entités publiques et privées à travers la France, évidemment, sur ces mêmes thématiques. Donc, comme je l'ai déjà un peu dit en préambule, notre mission, ça va être vraiment d'accompagner les entités dans la réalisation d'économies d'énergie. Et de fait, réduire l'empreinte carbone, réduire les factures, maîtriser ses coûts. Mais vraiment, ça va être le travail sur le kilowattheure. Pour ce faire, on va allier ce qu'on appelle les 3 indispensables. Donc, premièrement, vos bâtiments. Il faut avoir une base bâtimentaire très stable, très fiable plutôt, bien connaître son périmètre. Ensuite, pouvoir aller récolter l'ensemble des données qui sont associées, donc données plutôt énergétiques, mais on peut également réfléchir aux données de température ou tout un nombre de données en fait associées à ces bâtiments pour pouvoir au mieux les analyser, les piloter et derrière, et bien entendu, engager les hommes et les femmes qui les régissent, donc à plusieurs niveaux hiérarchiques ou plusieurs départements. Généralement, ça concerne vraiment tout un ensemble d'équipes autour de cette sobriété énergétique. Donc plusieurs clients qu'on accompagne dans les entreprises, donc comme vous pouvez voir, vraiment toute typologie d'acteurs, des écoles, des industries, des foncières, voilà, toute entité qui a des bâtiments sont complètement libres de nous contacter pour les accompagner. Et de la même manière, au niveau des collectivités, on a un large panel de clients, donc ça va des départements à des comités d'agglomération ou des villes, des unités. Voilà, les sujets sont vraiment transverses sur toutes les typologies d'entités publiques et privées. Étant donné que l'objectif étant de maîtriser ces coûts liés au bâtiment, ça peut être assez large. Donc, quelles sont les obligations et les échéances déjà fixées par ce décret ? De manière un petit peu plus macro au niveau du calendrier réglementaire, et on l'a dit tout à l'heure, déjà il y a ce fameux décret tertiaire qui oblige, qui est finalement une vraie feuille de route, car il oblige en fait à réduire ses consommations à différentes échéances. Donc on note le premier jalon en 2030, mais il y en a un autre en 2040 et un autre en 2050. Donc vraiment, ça va nous servir en fait de fil rouge pour construire sa stratégie. Derrière auquel on rajoute par exemple le décret BACS, donc on va vraiment rentrer dans le détail de ces décrets en un second temps, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. La loi DADU pour les entreprises, donc c'est des audits énergétiques obligatoires tous les 4 ans, et on a également la loi LOM et la loi APER sur les ENR et sur les bandes de recharge de véhicules électriques. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un calendrier réglementaire très riche. L'idée, c'est de pouvoir en fait prendre en compte dans sa stratégie énergétique l'intégralité en fait de ces réglementations qui finalement, et comme on l'a dit un petit peu en préambule, viennent servir en fait la stratégie parce que ça met des objectifs ou ça met des obligations de moyens, mais qui sont assez puissants finalement pour vous aider dans cette sobriété énergétique et particulièrement BACS sur lequel on va se concentrer sur ce webinaire. Donc les attendus de BACS, de manière assez synthétique, finalement, ça va être d'équiper en fait ces bâtiments de systèmes d'automatisation sur à minima votre climatisation, votre chauffage et votre éclairage, donc les fameux systèmes de CVC. Donc mettre en place une GTB sur les bâtiments tertiaires neufs et existants. Pour vos systèmes donc, de CVC, climatisation, chauffage, éclairage, ayant une puissance nominale de plus de 290 kW. Donc ça, c'est le premier seuil en 2025. L'objectif de la mise en place finalement de ce type d'outils, ça va être de pouvoir mesurer par zone, par exemple, vos consommations, pouvoir réguler aussi les équipements à distance et donc optimiser finalement le pilotage de vos consommations.
L'idée derrière étant de dire que sur les bâtiments tertiaires, les consommations liées au système de CVC sont généralement dans l'ordre de 50% des consommations totales d'un bâtiment tertiaire. Donc finalement, cette obligation de moyens est une vraie opportunité en fait pour mieux maîtriser environ la moitié de sa facture énergétique. Au niveau des réglementations, comme on disait aussi en préambule, finalement, c'est un décret qui est déjà en vigueur parce que depuis avril 2020, à partir d'avril 2024, donc c'est très bientôt, mais il faut l'anticiper, tous les bâtiments neufs ont l'obligation de mettre des GTB pour des puissances de CVC supérieures à 70 kW. C'est plutôt bas, donc ça concerne la quasi-totalité des bâtiments tertiaires neufs. En 2025, ce sont pour les bâtiments existants et neufs ayant donc ce seuil de 290 kW, et ce seuil va s'abaisser en 2027 à 70 kW pour que l'intégralité des bâtiments puisse être soumis à ce décret. Il y aura une inspection obligatoire 2 ans après l'installation de ces GTB et donc il faut être au rendez-vous. Il y a une exception si jamais le retour sur investissement de la mise en place d'une GTB est supérieur à 10 ans, alors vous êtes exempté de ce décret. Mais globalement, comme on va le répéter pendant le webinaire, c'est une vraie opportunité finalement de pouvoir maîtriser ses coûts. Et donc, on vous encourage à les mettre en place et à vraiment l'intégrer dans votre réflexion et votre stratégie. Merci Caroline. Maintenant qu'on a présenté les attendus de ce fameux décret BACS en termes d'automatisation du bâtiment, je vous propose qu'on se concentre sur ces appareils d'automatisation et plus particulièrement la GTB. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une GTB ou gestion technique du bâtiment? Une GTB, c'est une unité centrale qui relie les différents équipements énergétiques du bâtiment, que ce soit chauffage, ventilation, climatisation, ainsi que les espaces de ce bâtiment par l'intermédiaire d'un réseau de boîtiers de contrôle et de capteurs. Donc, dans les faits, une GTB, ça s'apparente à un logiciel sur ordinateur disposant d'une interface où l'on peut consulter chacun de ces équipements ou de ces espaces. La GTB, premièrement, récolte des informations en direct sur les équipements, ainsi que des mesures de capteurs, que ce soit température ou présence, par exemple, et elle stocke ces informations. Mais elle permet également de donner des ordres à ces équipements afin d'optimiser leur fonctionnement. C'est un appareil qu'on appelle bidirectionnel. Alors, comme on peut le voir, il existe 4 classes de GTB classées par degré de performance. Ces classes déterminent si oui ou non une GTB remplit les exigences du décret BACS, car ce n'est pas le cas pour toutes, et on le voit puisque les GTB qui sont dites de classe D, donc qui sont des régulations limitées à des fonctionnalités de base n'ayant que très peu d'impact sur l'efficacité énergétique d'un bâtiment, ne sont pas conformes au décret BACS. Par contre, pour toutes les GTB qui sont de classe C ou plus jusqu'à A, affichant des niveaux de performance de plus en plus élevés de C jusqu'à A, elles sont conformes. Alors, je vous propose un exemple pour illustrer les fonctionnalités en slide suivante et un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Prenons par exemple le cas d'un bâtiment chauffé par une chaudière reliée à un réseau d'émetteurs type des convecteurs, des ventiloconvecteurs, et qui sont commandés par cette GTB. Prenons pour chaque cas, qu'est-ce qui va se passer si on met une GTB de classe D? Premièrement, celle qui n'est pas conforme au décret BACS, on voit qu'elle ne permet que de donner des ordres basiques à la production de chauffage du type tout ou rien, une sorte de on-off. Et pour rappel, c'est celle-là qui n'est pas conforme au décret BACS. Maintenant qu'on passe aux classes conformes au décret BACS, si on regarde la GTB de classe C, on peut voir que on monte d'un niveau, puisque la GTB de classe C permet de contrôler le chauffage par pièce, par exemple, avec un programme horaire fixe. Passons encore d'un niveau, la GTB de classe B permet une optimisation adaptative. Par exemple, la GTB de classe B effectue le contrôle du chauffage par pièce, mais on y ajoute la détection de présence et d'absence qui permettra au chauffage de s'autoréguler localement. Puis vient ensuite la GTB de classe A qui permet une optimisation prédictive, contient toutes les fonctionnalités que l'on a listées juste avant, mais en plus de ça permet une relance prédictive du chauffage optimisé en fonction des prévisions météorologiques et de la baisse en température du bâtiment
On peut, à ce niveau-là, parler d'intelligence artificielle imbriquée dans la GTB directement. Évidemment, les économies d'énergie générées par chacune de ces GTB croient avec la classe, tout comme le prix. Alors j'ai une petite question peut-être pour Caroline, on va revenir peut-être au point réglementaire. J'ai une question concernant la complémentarité avec le décret tertiaire. La question c'est est-ce que le périmètre est identique aux bâtiments visés par le décret tertiaire en fait? C'est une très bonne question. Oui et non. Pourquoi? Parce que le décret tertiaire, pour rappel, concerne les bâtiments de plus de 1000 m². Donc, on est plutôt sur un assujettissement de par sa surface, alors que le décret BAX, on est un assujettissement par rapport à des puissances de systèmes de climatisation, ventilation et chauffage. Donc, vous pouvez avoir généralement, les grands bâtiments vont être forcément assujettis aux deux, mais vous pouvez avoir un petit bâtiment ou un bâtiment, par exemple, de 1000 m² qui n'est pas forcément assujetti à BAX parce qu'il n'a pas cette puissance de CVC. Et attention, étant donné qu'il y a deux seuils d'assujettissement, donc 2025-2027, il se peut qu'en 2025, vous ne soyez pas assujetti, mais qu'en 2027, vous le soyez. On estime que 70 kW, tous les bâtiments de plus de 1000 m² seront globalement concernés. Après, c'est plus l'échéance 2025, où là, ça va dépendre de vos systèmes. Mais vous voyez, on n'est pas exactement sur les mêmes conditions d'assujettissement. Donc, ça nécessite de se pencher sur ce volet-là, de bien connaître ces équipements ou de faire appel du coup à des experts comme Sobre pour vous aider dans cette démarche et vérifier votre assujettissement. Alors, il y a une question complémentaire sur comment est déterminée cette puissance, mais peut-être qu'on en parle plus tard, Nils, de comment on calcule la puissance. Ou est-ce que vous voulez répondre tout de suite? C'est plus tard? Oui. Ok, du coup, je vous laisse continuer, Nils. Super. Ça. Alors, oui, là, tu peux reprendre la main, Caroline. Ouais. Donc, du coup, la question, c'est comment répondre à ce fameux décret BAX. Donc, il y aura plusieurs étapes pour justement se conformer. Déjà, et bien évidemment, identifier les bâtiments assujettis. Alors, Caroline, excuse-moi, on est toujours sur le calendrier réglementaire là au niveau. Ouais. Ah, alors attendez, ça n'a pas suffi. Ouais, c'est bon là, c'était bon là, mais on était toujours sur le calendrier, c'est pour ça. Par où commencer? Là, est-ce que vous voyez la slide étape 0 par où commencer? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, génial. Donc, comme je vous disais, d'abord, il va falloir identifier ces bâtiments assujettis. Pour ce faire, il faudra aussi du coup, ou alors identifier un parc qui qui a un potentiel d'être assujetti pour vérifier derrière, faire les calculs justement de faire l'état des lieux, on va dire des outils, des équipements, pour valider ou non son assujettissement. Et derrière, il y aura une étape assez cruciale, ça va être de dimensionner les outils nécessaires, donc de dimensionner les GTB. Comme Nils l'a dit, il va le réexpliquer tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de GTB et donc il faut trouver l'outil qui va vous permettre à la fois de répondre au décret, mais également de vous servir, de servir en fait vos besoins au niveau bâtimentaire. Pour tous les bâtiments, on n'aura pas forcément besoin d'une GTB classe A parce que c'est peut-être un peu trop. Donc, il faudra vraiment trouver le bon outil. Et donc, pour ça, on a des études et des audits énergétiques qui peuvent vous aider dans cette démarche, justement pour aller creuser ce point-là. Et derrière, une fois qu'on a mis en place des GTB, il va falloir piloter cette information. Et donc là, il y a plusieurs outils de pilotage énergétique qui existent pour vous accompagner sur ce volet. Et justement, comment l'audit énergétique nous permet de dimensionner la GTB et accompagne dans la validation des exigences du décret BAX. Alors, on en parlait juste avant, mais l'audit énergétique, c'est un outil indispensable pour organiser et planifier une stratégie de travaux pour répondre aux exigences du décret tertiaire, mais également pour répondre aux exigences du décret BAX. Alors, dans les faits, qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique? C'est une sorte de photographie à l'instant T de votre bâtiment, que ce soit la coque bâtimentaire, les équipements et les consommations. Cette analyse permet premièrement de vérifier l'assujettissement de votre bâtiment au décret BAX en regardant les puissances des équipements.
Et pour répondre à la question qui a été posée il y a pas longtemps, la puissance qu'on va regarder, ça va être la puissance thermique, qu'elle soit calorifique ou frigorifique, et ce sont les puissances nominales des équipements. Voilà. Et ces puissances sont cumulables. C'est-à-dire que pour l'instant, si on a par exemple 200 kW de chaufferie et 100 kW frigorifique de groupe frigorifique qui produit de l'eau glacée pour la climatisation, par exemple, les puissances sont cumulables et c'est cette puissance finale qui va être regardée pour l'assujettissement au décret BACS. Mais comme Caroline l'a si bien dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas assujetti aujourd'hui aux 290 kW, le seuil de 70 kW vous concernera sûrement si jamais vous êtes propriétaire d'un bâtiment tertiaire et qui est surtout assujetti au décret tertiaire, car la quasi-totalité des bâtiments de plus de 1000 m² ont une puissance nominale qui est supérieure à 70 kW. Je te laisse passer à la slide suivante, Caroline. Et justement, l'audit énergétique permet de dimensionner la GTB, dont le bâtiment doit être équipé s'il est assujetti. Partons du principe qu'il l'est. Et cet audit va permettre d'intégrer son installation parmi une démarche globale de réduction des consommations d'énergie qui va servir pour les exigences du décret tertiaire. Alors, le premier point qui va être étudié, ça va être quel périmètre pour notre GTB pour répondre au décret BACS. Une GTB ne peut englober qu'une partie des usages ou des équipements ou l'intégralité de ces derniers. Les plus importants, comme le chauffage, la climatisation et la ventilation, seront intégrés et sont nécessaires pour répondre aux exigences du décret BACS. Mais certains postes de consommation qui peuvent s'avérer très minoritaires, comme l'eau chaude sanitaire ou bien la consommation des auxiliaires, type les ascenseurs, peuvent ou ne peuvent pas être intégrés à la GTB en fonction de leur importance. Et donc, si la balance coût et bénéfice n'est pas adéquate pour certains de ces usages qui ne sont pas obligatoires, ce sera notifié dans le cadre de l'audit énergétique. Alors, le deuxième point qui va être fait lors d'un audit, ça va être de vérifier si aujourd'hui les équipements qui sont sur site sont en mesure de communiquer avec une GTB. En effet, la GTB, c'est un équipement qui est assez récent. Et peut-être qu'il y a des équipements au sein de votre site qui datent d'avant les procédures actuelles de communication avec les GTB. Par exemple, s'il existe des équipements qui sont pas communicants, on verra la possibilité de mettre en place des interfaces communicantes, des régulateurs qui sont communicants, voire même de changer intégralement l'équipement s'il est complètement vétuste. Enfin, le dernier point qui est abordé dans un audit, c'est de proposer une vision qui englobe les deux décrets BACS et décret tertiaire. Imaginons un audit permet de simuler les économies d'énergie générées par une GTB, par exemple 25 dans le meilleur des cas, 30%, mais permettra également de déterminer quelles actions sont les plus efficaces et les moins coûteuses pour atteindre ces 10% en plus et atteindre les 40% requis pour valider le jalon de 2030 par rapport au décret tertiaire. Également, si votre site il y a différentes typologies d'audit, et si votre site est déjà équipé d'une GTB et déjà conforme au décret BACS, il peut être intéressant pour un auditeur de voir quels sont les réglages qui sont affectés à cette GTB. Alors, à titre personnel, j'ai vu beaucoup de GTB qui sont programmés de manière assez conservatrice par des entreprises de maintenance pour privilégier le confort des occupants. Et dans ces cas, des améliorations de réglages sont possibles pour trouver le juste milieu entre confort des occupants et efficacité énergétique. La preuve que justement le fait d'installer une GTB ne fait pas tout, bien la programmer est une marche à franchir. Je te laisse la main, Caroline. Merci. Effectivement, comme Niels le disait, l'objectif d'un audit va être, par exemple, de répondre à plusieurs réglementations. Donc, on s'est parlé du décret BACS, on s'est parlé du décret tertiaire. Nous, on a tendance justement à encourager fortement la prise en compte d'un maximum de réglementation, parce que finalement, comme on le disait tout en préambule, le calendrier réglementaire est très dense, mais chaque réglementation finalement va être un moyen, une opportunité surtout en fait de répondre globalement aux décrets tertiaires que nous on traite vraiment comme fil rouge.
Donc c'est vraiment à prendre en compte quand vous menez des études ou des audits ou même des travaux tout court, parce qu'il faut vraiment balayer l'ensemble des réglementations, prévoir les assujettissements. Par exemple, si vous faites des travaux dès à présent sur des bâtiments et que votre bâtiment va être assujetti en 2027, vous avez tout intérêt en fait à mettre par exemple en place des GTB pour pouvoir déjà être conforme au décret BACS et derrière d'aller démarrer en fait vos économies d'énergie au plus tôt. L'audit énergétique, sa finalité, ça va être de vous mettre en avant du coup des actions chiffrées avec un coût, un gain, le gain en euros, en kilowattheure, voire en gaz à effet de serre. Et donc, quand vous avez plusieurs audits qui sont menés en même temps, finalement, un audit énergétique, ça reste un rapport souvent PDF envoyé par mail ou au mieux imprimé. Donc, il faut en fait les mettre en musique, en fait, l'ensemble de ces études qui sont très précieuses. Et vraiment, il faut miser dessus. Et donc, c'est pour ça que chez SWAP, par exemple, on propose ce qu'on appelle la digitalisation des audits. Donc, c'est de vous mettre à disposition un outil comme celui que vous avez à l'écran. On va en fait centraliser l'intégralité des préconisations qui ont été faites lors de ces audits, bien entendu chiffrés, avec tous les chiffres qui vont en face. Et derrière, ça va vous permettre en fait finalement de construire vos plans pluriannuels d'investissement. Vous voyez ici, on peut trier par ROI, par type de poste, on peut trier par site, etc. Et donc, ça vous donne des estimations budgétaires. Ça reste toujours des estimations, bien entendu, mais au moins, ça vous permet de vous projeter et également vous projeter sur les économies d'énergie que vous aurez réalisées à l'échelle du parc audité. Caroline, excusez-moi. Oui, pardon, dites-moi. Caroline, on parlait de monitoring là juste avant. Est-ce qu'il est obligatoire le monitoring, du coup, par rapport au décret BACS? Est-ce que la mise en place d'un logiciel permettant d'analyser les données est obligatoire? Alors, en fait, avec votre GTB, de toute manière, vous aurez un outil qui va vous permettre de remonter la donnée. Donc, il n'y a pas d'obligation réglementaire à mettre en place un outil de pilotage énergétique comme ce qui est à l'écran, typiquement, c'est pas une obligation réglementaire. En revanche, ce sont deux outils très complémentaires. C'est-à-dire que votre GTB, comme on l'a dit, va pouvoir piloter une partie finalement de vos équipements. Donc, vous aurez finalement une vision assez micro sur un bâtiment, alors qu'un logiciel de ce type une plateforme de ce type va vous donner la vision macro. Donc, vous voyez, on ne joue pas exactement sur la même profondeur, le même périmètre. Donc, c'est des outils qui sont totalement compatibles, qui vont fonctionner ensemble. Et encore une fois, l'objectif finalement du décret tertiaire, alors ça va être de servir les objectifs gouvernementaux en termes environnemental, mais pour vous, ça va être aussi une opportunité d'aller chercher de l'économie d'énergie. Donc la vision macro et piloter son parc finalement d'un point de vue énergétique est très important. Et derrière, il faut pouvoir avoir plusieurs mailles en fait de lecture. Donc la vision parc, la vision bâtiment et derrière la vision GTB pour avoir une lecture très très fine sur des équipements énergivores. Donc tout est compatible et c'est justement dans ces stratégies en fait énergétiques qu'il faut réfléchir aux bons outils qui éventuellement parlent entre eux. Oui. Caroline, excusez-moi, on va essayer de faire des réponses courtes parce que j'ai beaucoup de questions. Okay. Donc je vais poser au fil de l'eau. On a des parasites. Alors moi j'ai coupé mon micro, mais les parasites continuent, donc j'ai l'impression que ça doit venir de chez vous les parasites. Donc peut-être quand vous parlez pas, peut-être couper votre micro côté Caroline ou Nils, voir si ça change quelque chose. J'ai une question sur la puissance à prendre en compte. Est-elle la puissance cumulée? J'avais l'information inverse, puissance de chaud, puissance de froid. Merci pour votre précision. Donc, est-ce qu'on peut préciser ce qu'il y a à prendre en compte en termes de puissance cumulée? Et là, effectivement, il n'y a plus de problème de parasites. Donc, je ne sais pas. Je vous laisse répondre. Ouais, j'imagine que c'était mon micro qui provoquait ça. Ah oui, possible. Pardon, excusez-moi. Du coup, par rapport à la puissance, par rapport à la puissance, du coup, l'information que nous on a, c'est effectivement la puissance, la puissance cumulée et la puissance nominale. Mais effectivement, il serait intéressant de vérifier ce point
et de revenir vers vous avec la réponse finale. D'accord. Alors, dans le cas d'un bâtiment équipé de plusieurs systèmes de chauffage, doit-on cumuler l'ensemble des puissances pour déterminer si l'on est assujetti? Le cas échéant, peut-on raccorder chaque équipement à la GTB? Oui, alors en effet, pour la puissance calorifique, la somme des équipements et la somme de la puissance des équipements est à prendre en compte. Et tous ces équipements sont reliables à la GTB. Modulo les quelques travaux d'installation de protocoles de communication. Si jamais on a des équipements qui sont de marques et d'âges différents, il faut tous pouvoir les mettre à niveau pour qu'ils puissent communiquer la même langue avec ce système de gestion centralisé. D'accord. Doit-on suivre les consommations de chaque usage énergétique, chaude sanitaire, éclairage, chauffage, clim, ventilation, ou de chaque système raccordé à la GTB? Alors, l'usage de la GTB ensuite se fait après finalement. Lorsqu'on a une GTB, imaginons de classe B, effectivement les données de consommation remontent. Alors, ça dépend si on installe le sous-comptage ou pas, mais les données de consommation, si on a un système qui est avancé, les données de consommation par usage vont remonter au niveau de la GTB. Je sais pas si je réponds bien à la question. Mais il n'y a pas d'usage. Comment se servir de ce GTB? Je n'ai pas précisé dans la réglementation sur comment s'en servir. Effectivement, on propose des axes pour avoir un usage qui soit vertueux de système. Mais on a des gros problèmes, on a des problèmes de son là. On a des problèmes de son. Ben, on t'entend, mais il y a du parasite. Bon, bref. Les systèmes de secours sont-ils à prendre en compte dans la puissance totale? Alors, point également à vérifier, mais si en système de secours on part par exemple de groupes électrogènes, je pense il me semble que non. D'accord. Bah, de toute façon, on vous fera une réponse par écrit si jamais, ou vous pouvez, de toute façon, nous consulter. On va vous laisser toutes nos coordonnées juste après. Bon, il y a beaucoup de questions, mais je vais peut-être. Quels sont les. On va peut-être vous laisser continuer, Nils ou Caroline, sur la suite de la présentation, et puis on prendra quelques questions un peu plus tard pour quand même que vous ayez le temps de dérouler la présentation. Effectivement, si je peux me préciser, il y a beaucoup de questions techniques, j'ai l'impression, liées, est-ce que je suis assujettie ou pas? On vous mettra nos coordonnées à la fin, donc n'hésitez pas à nous contacter et on pourra répondre plus spécifiquement à ça. Et puis après, il y a des choses parfois qui ne sont pas forcément encore précisées par le décret. Ouais. Hop, je me permets d'avancer. Oui, bon, là, cette slide, on va passer très vite parce qu'on en a parlé vraiment à plusieurs reprises. Comme on vous disait, en fait, le décret BAC, c'est vraiment un décret qui est à regarder comme une opportunité pour aller chercher des économies d'énergie et pour répondre notamment aux décrets tertiaires. Et justement, donc, quels sont les bénéfices qu'on peut attendre d'une GTB? Donc là, je passe la main à Nils. Oui, alors, excusez-moi. Donc oui, avec le décret BAC et le décret tertiaire qui se superposent en termes de date, on pourrait penser que les contraintes réglementaires s'ajoutent, alors qu'on l'a vu, pas forcément. Le décret BAC représente une opportunité pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, et je vais vous présenter pourquoi. Alors là, je vous présente ci-dessous 3 chiffres qui permettent de dresser un panorama sur la situation des bâtiments tertiaires aujourd'hui. Donc, comme le disait Caroline tout à l'heure, l'ADEME affiche que le poste de consommation de chauffage est le poste de consommation le plus important des bâtiments, représente à lui seul 50% des dépenses énergétiques d'un bâtiment en moyenne. Le deuxième chiffre, c'est moins 15 à moins 30%. Et ça représente les économies d'énergie qui sont atteignables sur un bâtiment tertiaire en agissant uniquement sur l'exploitation du bâtiment. Que ce soit réglage des équipements ou programmation horaire ou consigne de fonctionnement. Bref, finalement, tout ce qu'une GTB est capable de fournir de manière automatique. Et finalement, un troisième chiffre qui nous provient de la CRE, Commission de la régulation de l'énergie. Seuls 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont équipés d'une GTB aujourd'hui. Alors, ce chiffre date de septembre 2023. Nous ne sommes que en janvier 2024. Il y a de grandes chances que ce pourcentage ait déjà évolué, vu les échéances courtes du décret BAC.
Et mis bout à bout, ces chiffres nous font comprendre à quel point le pilotage des bâtiments représente un potentiel inexploité d'économie d'énergie sur le bâtiment. Il faudrait pouvoir imaginer les économies réalisables si 100% de ces bâtiments étaient équipés d'une GTB. Et sur la slide suivante, on peut voir que c'est ce que la Creux a simulé dans son rapport publié en septembre 2023 sur le sujet du pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Alors, le potentiel d'économie d'énergie lié à l'automatisation du pilotage du bâtiment tertiaire à l'échelle de l'intégralité du parc est estimé à 7 TWh par an. Pour se donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la consommation annuelle de 1500 foyers français. En plus des économies d'énergie, les pilotages directs des bâtiments tertiaires offriraient à l'échelle nationale et même à l'échelle locale un gisement de flexibilité électrique. Cette même commission de régulation de l'énergie estime qu'il y a un potentiel d'effacement de 6 gigawatts en heure de pointe hivernable qui est réalisable sur les bâtiments tertiaires, ce qui représente à peu près 10% de l'appel de puissance globale nationale, équivalent à 6 réacteurs nucléaires. Alors, tu peux passer à la slide suivante. Revenons-en au parallèle avec le décret tertiaire. Le pilotage automatique des bâtiments porté par le décret BACS génère des économies d'énergie, mais à quel point? Si on regarde de plus près, en fonction des classes de GTB, on estime le pourcentage d'économies réalisables par rapport à une situation de base où le bâtiment n'est pas équipé à moins 10% pour la mise en place d'une classe C, 25% d'économie d'énergie pour une GTB de classe B et jusqu'à 30% d'économie d'énergie pour une GTB de classe A. À côté de ça, le décret tertiaire impose 40% d'économie d'énergie par rapport à une année de référence, on le rappelle. Et alors, effectivement, on a les avantages en termes d'économie d'énergie qui sont bien démontrés maintenant. Et cette automatisation, donc mise en place de GTB, etc., présente d'autres avantages dans le cadre d'une démarche d'économie d'énergie, même dans la vie de tous les jours du bâtiment. Effectivement, les économies d'énergie, on a dit que c'était à peu près entre 10 et 30%. Pour atteindre ce pourcentage d'économie-là, au final, on est face à un coût d'installation de GTB qui reste assez modeste par rapport à d'autres types de travaux, type isolation du bâtiment. On a mis un ratio de coût pour se donner une idée, juste en bas, 25 € par mètre carré de surface de votre bâtiment. Ce serait le ratio de coût pour installer une GTB de classe A. Ensuite, évidemment, toute action de performance énergétique passe par une phase de travaux plus ou moins lourde. Ce qui est intéressant avec la mise en place d'une automatisation dans le cadre du décret BACS, c'est que par rapport aux autres actions, elle se fait quasiment uniquement sur les équipements techniques qui sont en backstage du bâtiment, ce qui va moins impacter les occupants du site. Et en plus, sans parler de performance énergétique, avoir un système d'automatisation permet d'optimiser la maintenance du bâtiment et donc d'optimiser les coûts de votre bâtiment hors coût énergétique, permettant d'avoir des alertings et de la maintenance corrective à distance. Si on regarde un cas client de mise en place de GTB qui ont été faits dans le cadre d'un audit par Sobre Énergie, on a par exemple une installation de GTB sur un bâtiment de 2400 mètres carrés qui a été simulé par nos calculs de simulation thermique. On a un pourcentage de gain pour une mise en place d'une GTB de classe B cette fois-ci, non c'était de classe C excusez-moi, de 10% par rapport à la situation de base. On a pu chiffrer également un coût des travaux. Et on voit qu'il y a un coût qui est moindre avec la mise en place de C2E. Ça, ce sera la dernière partie, on en parlera juste après. Avec un ROI qui se situait dans les alentours de 4 ans. Il me semble qu'on a un autre cas qui est juste après. Pareil, là, c'était la mise en place d'une GTB sur ce même bâtiment, mais avec des actions en plus. C'est-à-dire que on a proposé un scénario un scénario de travaux, d'actions, de performance à mettre en place sur un bâtiment qui avait déjà fait 18% d'économie d'énergie par rapport à son année de référence. On propose ici un bouquet d'actions qui permettent de faire un pourcentage de gain de 22% par rapport à l'année qu'on a prise en compte
mis bout à bout, on aura une baisse de 40% et on aura atteint le premier objectif du décret tertiaire. Ce bouquet d'actions consiste à installer une GTB, étant donné que ce bâtiment est assujetti au décret BACS, d'abaisser les températures de consigne de chauffage, qui est un très bon moyen de faire des économies d'énergie à très bas coût, voire coût nul, et de remplacer les vieux émetteurs de chauffage par des radiateurs qui sont beaucoup plus performants et interfaçables en plus de cela aujourd'hui avec la GTB. On a remis du coup les différents gains qu'on pouvait avoir, qui ont du coup. On va peut-être prendre une ou deux questions là. On va prendre une ou deux questions. Quels sont les types de contrats de maintenance pour assurer le bon fonctionnement de ce système? Types de contrats de maintenance. Alors ça, je suis pas expert en contrats de maintenance, mais aujourd'hui tout simplement dans les contrats type petit entretien P2 sur du CVC, la prise en main d'une GTB par une équipe de maintenance est très largement faite et est très très largement possible par ces équipes de maintenance. Ok. Quand on parle de puissance pour être assujetti, on compte CVC, ECS et éclairage ou uniquement CVC? Non, on compte uniquement le CVC. D'accord. Pour atteindre la classe C, une supervision est-elle obligatoire? Très très bonne question. Oui. Une supervision est obligatoire. Je peux revenir vers vous avec la réponse définitive, mais il me semble que c'est le cas. C'est un attendu du décret BACS d'avoir une supervision énergétique sur l'ensemble du bâtiment. Je te laisse continuer. Ouais, là, normalement, Caroline, on peut aller sur la dernière partie. Donc maintenant, on va parler plutôt des aides financières qui sont mobilisables dans ce cas de figure. Hop, ça. Nice, peut-être couper son micro, s'il te plaît. Merci. Donc premièrement, on va avoir du coup les C2E qui sont vraiment à mobiliser dès que vous avez des projets de C2E. Donc juste pour une information qui est assez importante à avoir en tête, il y avait une bonification qui avait été prévue sur, un coup de pouce C2E qui a été prévu en fait sur les C2E jusqu'à fin 2023. Ce coup de pouce en fait a été étendu. Il y a eu du coup un décret fin décembre 2023 qui a prolongé finalement en fait cette bonification jusqu'à juin de cette année. Donc vraiment, si vous avez des projets, j'insiste, de mise en place de GTB, allez-y tout de suite. En revanche, il y a un point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il y a des exemptions maintenant selon les typologies en fait d'usage de bâtiments. Donc, par exemple, pour en citer quelques-uns, donc les types logistiques, entrepôts, bibliothèques. Donc, il y a tout un type de catégories, on ne va peut-être pas les énumérer, mais qui ne sont plus concernés du coup par cette bonification. Donc, il faudra vraiment vous renseigner au préalable. Mais voilà, vraiment réfléchir à ces C2E, à aller chercher. Donc, on est sur un volume de C2E, donc on double dans le cadre d'une installation. Et si jamais vous renouvelez vos équipements, on est sur une bonification de 1,5. Et donc, pour les GTB de classe A et classe B, donc les classes C qui sont éligibles, qui permettent de répondre au décret tertiaire, mais ne sont pas concernés par les C2E. Et ensuite, on a d'autres. Pardon. Juste pour préciser quelque chose, les montants de C2E qui sont délivrés varient en fonction de la classe. On a des kilowattheures CUMA qui ont donc une meilleure couverture sur des GTB de classe A que sur des GTB de classe B. Donc, finalement, ça et juste pour préciser, il n'y a pas de C2E pour les GTB de classe C, on est bien d'accord, hein? Oui, c'est ce qu'on. Oui, effectivement, on l'avait précisé. Oui. Je réponds en même temps à une question. Mais la classe C, pour rappel, vous permet de répondre au décret BACS. Ok, il y a une autre question sur les GTB, alors qui est un peu technique, hein. Si une GTB applique 20 régulations de classe A et 40 de classe B,
la GTB est-elle classée A ou B? C'est une excellente Vous avez question. le droit. Je ne sais pas. Pour cela, je pense que la meilleure manière d'avoir la classe Oui. de la GTB, c'est de demander au fournisseur de GTB quelle est la classe. Finalement, classe A, B, C, c'est une étiquette comme ça, mais c'est très très bien détaillé ce qu'est qu'une classe A, B ou C dans une norme ISO qui fait partie de la famille des normes ISO 52001. Donc, il y a des participants qui ont répondu qu'elle était en classe B. Bon. C'est quel type? Alors, j'ai des questions sur l'inspection. Dans les 2 ans qui suivent la mise en place, sera-t-elle faite suivant les tableaux 5 de la norme 52-120 où l'on retrouve la définition des classes? Bon, là aussi, c'est une question très particulière. Oui, alors à notre connaissance, et pareil, à notre connaissance, on n'a pas encore trop d'informations concernant les inspections. Pareil, c'est des choses qui sont évolutives et peut-être qu'on regardera plus précisément ce point-là et on reviendra vers vous. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore assez d'informations à ce sujet. Okay. Je vous laisse continuer du coup. Ok, super. Il y a une dernière slide et puis on pourra prendre d'autres questions. D'autres sources de financement, donc il y a plusieurs solutions qui existent sur ce marché. On s'est parlé de C2E un petit peu plus longuement. Au sein du groupe La Poste et Banque des Territoires, on a la filiale donc économie d'énergie qui peut éventuellement vous accompagner sur ce volet-là. La Banque Postale qui a deux typologies d'accompagnement à la fois, donc Subzen pour la recherche de subventions. Encore une fois, il faut regarder la question, on va dire, de la rénovation du bâtiment d'un point de vue macro. Donc, vous aurez peut-être la mise en place d'une GTB, mais pas que. Donc, peut-être des travaux à les financer. Et donc, Subzen pourrait vous aider sur la recherche de subventions. Derrière, on a des prêts verts, par exemple, pour aller financer justement le reste à charge, une fois que vous avez bénéficié des subventions. Et la Banque des Territoires aussi a d'autres solutions de financement, et notamment EduRénov. On en parle beaucoup en ce moment pour accompagner les établissements scolaires dans leur rénovation énergétique. Donc ça va de la petite école et ça peut même aller jusqu'aux universités. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur tous les types de financement possibles pour vous aider dans cette démarche. Ok, merci. Alors, sur les financements, on peut juste compléter également les prêts verts de BPI pour ceux qui sont intéressés également. Avant de prendre les dernières questions, je voulais juste vous mettre en avant quelques accompagnements que la CCI peut vous proposer en amont justement de la mise en place de ce décret BACS. Je vais faire un focus sur 2 dispositifs qui visent à faire le point sur vos consommations d'énergie et à mettre en place des actions pour les réduire. Donc, premier programme, c'est le programme Baisse les watts, donc, qui lui est vraiment destiné aux TPE-PME, qui est un programme qu'on a mis en place avec le groupe La Poste et qui est entièrement financé par des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un accompagnement gratuit pour mettre en place des économies d'énergie. Donc là, c'est vraiment TPE-PME hors industrie. Et le deuxième dispositif sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est la slide suivante, c'est la mise à disposition d'experts qui ont été donc sélectionnés par la CCI par Île-de-France pour faire par exemple des audits énergétiques, des études de faisabilité pour une production d'électricité photovoltaïque, pour faire des bilans carbone. Et bien souvent, pour les PME, ces accompagnements bénéficient de subventions qu'on est allé chercher auprès de l'ADEME ou bien des fonds européens. Voilà, donc je voulais rappeler les accompagnements dont vous pouvez bénéficier en tant que PME francilienne. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur ces accompagnements. Je vais reprendre les questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre. Il nous reste 10 petites minutes. Y a-t-il des formations spécifiques prévues pour la maintenance? Donc ça doit compléter peut-être une question qui avait été posée avant. Est-ce que vous avez connaissance de formations très spécifiques? Ou est-ce que c'est les vendeurs de solutions finalement qui peuvent proposer ces formations? Alors malheureusement, on n'a pas l'information. Ouais, d'accord, c'est trop tôt.
Ok. Pour les inspections de la GTB, doit être réalisée par un tiers, le mainteneur ou l'exploitant. Les inspections se feront. Oui, les inspections, comme je disais au préalable, on n'a pas encore à notre connaissance toutes les modalités. En revanche, ça se fera par une entité tierce. On peut imaginer, un peu comme le décret tertiaire, ce sera l'ADEME qui mettra en place des systèmes de contrôle. D'accord. Par puissance nominale, il s'agit de la puissance plaquée sur l'appareil ou de la puissance calculée pour le bâtiment? De la puissance plaquée sur l'appareil. Ok, super. L'inspection dans les 2 ans qui suivent la mise en place, alors ça on a déjà répondu, excusez-moi. Il faut être vigilant sur le fait que la GTB est bien validée par les grands exploitants, Engie, Dalkia, IDEX. Bon, ça c'est plus une remarque. Est-ce que vous confirmez ou pas forcément? Du coup, Niche, je ne sais pas si tu as des informations à ce sujet. J'ai pas plus d'informations que ça. D'accord. Bon, moi, j'aurais tendance à dire, si vous avez déjà un contrat, oui, vérifiez avec votre mainteneur, mais j'aurais tendance à dire, théoriquement, vous êtes libre de choisir vos équipements. Ok. On nous dit qu'il faut arrêter de parler d'inspection. Il s'agit de contrôle par contact. Oui, alors c'est là où aujourd'hui, oui, effectivement, oui, on peut préciser ce point, mais comme je disais, aujourd'hui, contrôle par contact, et encore une fois, à notre connaissance, ce n'est pas encore très précis sur les modalités. Donc oui, on peut parler de contrôle par contact ou d'inspection. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir voir inspecter vos bâtiments, Okay. mais oui, c'est effectivement. Ok. Un contributeur là nous dit qu'en général, ce sont les vendeurs de GTB qui proposent les formations. Effectivement, ça paraît logique. Alors, il y en a un qui dit que l'arrêté est publié, mais je ne sais pas de quel arrêté il s'agit. Bon. Il y a un arrêté qui a publié fin décembre, oui, qui précise certaines choses sur la BAX. D'accord. Alors, au niveau de la maintenance du système, qu'est-il prévu? Il me semble qu'il y a un entretien annuel ou tous les 2 ans obligatoire. Ça, Nils, je te laisse peut-être la main. Pour ce qui est d'une gamme de maintenance d'une GTB, alors moi j'ai pas forcément l'information. Cependant, comme chaque système qui est livré, des préconisations de maintenance préventive sont fournies avec. Oui, c'est ce que j'allais répondre. Voyez avec votre fournisseur de GTB. Enfin, normalement, c'est eux qui vous donnent tous ces outils-là de formation, de bonne utilisation, de maintenance. C'est vraiment à eux de vous préciser ces informations. Alors, la fonction A du décret BAX demande de suivre, enregistrer et analyser en continu les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment. Est-ce que c'est étudié dans la norme pour définir la classe? J'avoue ne pas totalement comprendre la question. C'est possible de la répéter? Alors oui, moi je ne suis pas sûr de l'avoir compris non plus. La fonction A du décret BAX demande de suivre, enregistrer et analyser en continu les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment. Est-ce que c'est étudié dans la norme pour définir la classe? J'avoue ne pas bien saisir la question. Ce qui est demandé par le décret, c'est de mettre en place une GTB qui vous permet de suivre, piloter vos consommations sur les équipements qui sont liés à cette GTB. Et puis après, vous avez différents niveaux de classe. On pourrait échanger. Ouais, on pourrait échanger en bilatéral parce que la question n'est pas très précise. Moi, je ne la comprends pas bien non plus. Oui, une précision. Dans l'étude de cas présentée en classe C, un calcul de C2E a été effectué, alors que normalement, ce n'est pas éligible. Donc, je pense qu'il y a une petite coquille dans la slide qui a été présentée tout à l'heure, où ça a été dit à l'oral qu'il y avait du C2E alors qu'on est en classe C. Donc, je pense qu'il y a une petite coquille. On l'a bien noté.
Ouais, Nils, si tu... Ouais, on t'entend vraiment plus, Nils. Ouais. Au sens de la norme 52-120, nous parlons de régulation modulante. Est-ce qu'une loi d'eau et de la variation de vitesse sur pompe... Oh là là, alors ça, je pense que je ne vais pas l'apprendre. Peut-être que pour les questions vraiment très très techniques, peut-être nous faire un mail, comme ça on pourra échanger plus précisément. Ce sera regarde peut-être s'il y a des plus questions convenable. d'intérêt général. Oui, il y en a un qui précise que les contrôles par contact, c'est pour les C2E. Le décret BACS Non, le oblige-t-il... contrôle par contact, c'est pour voir si vous êtes bien en lien avec le décret. Bon. Le décret BACS, y a-t-il des partenariats ou une liste de fournisseurs qui installent cela, qui installent les GTB? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Nous, de notre côté, on n'a pas forcément de préconisation de fournisseurs de GTB à mettre forcément en place. Non. Ok. Du moment où elle vous permet de répondre au décret. Pour répondre à la question sur la fonction décret BACS, rien à voir entre l'attendu du décret et classe de GTB. Une classe C permet d'atteindre partiellement le décret BACS en complément d'un système de monitoring énergétique. Vous confondez C2E et décret BACS. Bon, alors là, c'était plus une remarque. Le décret BACS oblige-t-il à remplacer les équipements hydrauliques qui ne répondent pas à la classe C minimum? Exemple, pompe à débit fixe versus pompe débit variable. Nils, tu veux prendre cette question? Malheureusement, est-ce qu'on m'entend encore Oui, là c'est bon. Alors on t'entend, mais il y a du bruit parasite. J'essaie de faire vite. Il était question de pompe à débit fixe et de pompe à débit variable. Est-ce que vous pouvez répéter juste la question pour être sûr de bien décret BACS oblige-t-il à remplacer les équipements hydrauliques qui ne répondent pas à la classe C minimum? Alors, il me semble que quand on parle de classe A, B ou C, pour le décret BACS, ce sont des classes qui sont des classes liées à un système de gestion centralisé du bâtiment. Il me semble, après c'est à vérifier, que les équipements de distribution qui déjà ont une classe ne sont pas assujettis à ce décret, à ce décret BACS, et on n'a pas une classe qui est similaire. Enfin, la classe d'un système de gestion centralisé n'est pas forcément la même classe qu'une classe de système de distribution hydraulique. Après, ça reste à vérifier. Ok. Bon, je crois qu'on a à peu près essayé de répondre à toutes les questions. Encore une fois, vous avez nos coordonnées mail là, sur cette slide. Donc, n'hésitez pas à recontacter donc soit Sobre, soit T2E, soit moi directement pour la partie CCI. On essaiera de répondre à vos questions plus précises ou plus techniques. On est quasiment au bout de ce webinaire, donc je vais pas dépasser parce que je sais qu'il y en a qui ont d'autres occupations. Je sais, un petit mot de conclusion peut-être, Caroline, si vous voulez, peut-être pour terminer avant qu'on se sépare. Oui, tout à fait. Je pense que le point, et enfin, on espère que le message est passé. Votre stratégie énergétique doit prendre en compte l'intégralité du coup des différentes réglementations, que ce soit le décret BACS ou les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour qu'on réfléchisse ensemble aux meilleurs moyens à mettre en place pas à pas. Et puis après, pour toutes les solutions voilà, de financement, on s'est parlé de tout ce qui était disponible en termes de C2E, de baisse les watts. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on discute de vos dossiers plus en précision. Eh ben, merci beaucoup. Donc, vous avez compris le message. Hein, finalement, ce décret BACS, il va concourir à la réalisation et à la mise en œuvre de vos économies d'énergie dans votre bâtiment. C'est un outil réglementaire. Il en existe bien sûr d'autres outils, il y a d'autres dispositifs. On a parlé des audits énergétiques qui souvent sont les premiers outils qu'on déploie pour faire le point sur ses consommations d'énergie.
Donc, merci en tout cas pour votre attention. On vous envoie bien sûr le support et vous avez nos coordonnées mail pour poursuivre les échanges. Voilà, on termine dans les temps malgré le gros succès de ce webinaire. Vous étiez très très nombreux, beaucoup de questions et donc on sera peut-être amené à refaire un webinaire sur ce sujet ultérieurement. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.